si vous vous souvenez, on va essayer de se resituer un peu, pour celles qui étaient là, pour celles qui étaient moins là. Il y a 2 semaines, en fait, on a fait un cours sur le rapport avec l'entourage. Et on avait expliqué comment développer une certaine bienveillance, comment faire en sorte que les rancœurs ne deviennent pas des rancunes. Ensuite, la semaine dernière, on avait parlé du rapport à soi-même. On devait se poser des objectifs, qu'on était venu sur Terre pour évoluer, pour en fait devenir la meilleure version de soi-même. Et en fait, aujourd'hui, on va ouvrir un nouveau passage de notre vie. C'est quoi? C'est le rapport à Hachem. En fait, si vous voulez, c'est incroyable parce qu'en 3 cours, on a vraiment le programme de toute une vie. Il y a 2 semaines, c'était le rapport avec l'autre, avec l'entourage. Il y a 1 semaine, c'est le rapport à soi-même. Et maintenant, on va parler du rapport à Dieu à travers un lien très particulier qu'on appelle le bitachon. C'est quoi le bitachon? Eh bien, le bitachon, je vais traduire ça par le lâcher-prise. En fait, on est dans la paracha du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est quelque chose qui est très difficile pour nous. Parce qu'en fait, on est dans une génération où on contrôle tout. On maîtrise tout. On a l'impression, en tout cas, de tout maîtriser, de tout contrôler, notamment grâce au développement de la technologie. Mais c'est pas que ça, c'est aussi dans les mentalités. Avant, quand je travaillais je travaillais pour une association qui plaçait les Olim dans des entreprises et donc j'étais très souvent amenée à parler avec les RH, avec les ressources humaines. Et elle me disait qu'aujourd'hui, si tu veux attirer quelqu'un pour un poste, il faut forcément mettre qu'il est manager. Après, il peut être manager de pas grand-chose, mais être exécutant, oh là là, c'est pas du tout à la mode. Il faut être dans la maîtrise, il faut être dans le contrôle. C'est ça en fait qui est vendeur, c'est ça qui nous attire. Alors, vous savez que je vous ai déjà dit que pendant ces 49 jours, entre Pessah qui est déjà passé et Shavuot vers lequel on tend, eh bien, on a une trame de travail sur soi. On a en fait 7 semaines qui correspondent à 7 thèmes sur lesquels on va travailler. D'accord? Alors, cette semaine, c'est la semaine du Hod. C'est quoi le Hod? Le Hod, c'est l'humilité, c'est le lâcher-prise, c'est d'accepter de se soumettre, c'est accepter que je ne suis pas en contrôle. Et c'est ça, cette Midda-là, qui va nous permettre de passer la prochaine Midda, la semaine prochaine, qui s'appelle Middat HaYesod. C'est quoi Yesod? Yesod, c'est la construction. Cette Midda-là, ce trait de caractère, de l'humilité, de la soumission, du lâcher-prise, d'accepter que je ne suis pas en contrôle, c'est nécessaire pour pouvoir construire des choses qui vont s'inscrire dans le temps. D'accord? Et on va expliquer tout ça aujourd'hui. En fait, on est dans la paracha du lâcher-prise. Cette paracha s'appelle Behar parce que Dieu nous donne une mitzvah au Har Sinai. C'est pour ça qu'elle s'appelle Behar. Et c'est quoi cette mitzvah-là? C'est la mitzvah de Shemitah. Alors, c'est quoi le principe? Imaginez-vous qu'à l'époque, donc tout le monde était agriculteur, enfin 99% des gens, c'était le secteur primaire en fait, était le plus développé. Et on leur disait, donc la Torah leur dit quoi? Une fois tous les 7 ans, t'arrêtes de produire, t'arrêtes d'ensemencer, t'arrêtes de labourer, t'arrêtes d'arroser, t'arrêtes tout. Pas seulement ça, c'est que aussi, eh bien, ton champ, il est plus à toi, il va être efker. Efker, ça veut dire libre, entrée libre. Tout le monde peut venir et se servir. Manger tes pommes de terre, manger tes aubergines, manger tes bananes, manger absolument tout. Et en plus de ça, on te dit que pendant cette année-là, tu n'es pas du tout propriétaire du champ, il n'est même pas à toi. Et alors? Alors quoi? Dieu, quand il nous donne cette mitzvah, eh bien en fait, il anticipe notre résistance. Il anticipe notre panique. Parce que juste après, il dit Verit Omar Manochal Beshana Shvit. Et si tu me poses la question, mais qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? On va tous mourir. Alors, il nous donne une promesse et il va nous dire Tziviti et Birkati, je vais ordonner ma bracha. C'est quoi cette idée-là? Comprenez bien que c'est la seule mitzvah où Dieu anticipe notre contre-réaction. Notre panique totale. Quand il nous a donné la mitzvah de Shabbat, il nous a pas dit et si vous me demandez comment je vais pas ouvrir mon magasin Shabbat,
mitzvah de Tarat Mishpacha, d'aller au mikvé. Et si tu me demandes comment je vais faire avec mon mari dans ces moments-là, non, à aucun moment il nous dit ça. C'est la seule mitzvah où il nous dit, oh, je sens que là tu vas paniquer. T'inquiète, Tziviti et Birkati. Il nous rassure, je vais ordonner ma bracha. D'accord? Alors, cette mitzvah-là, comme je vous ai dit, c'est une mitzvah qui est fondamentale. Parce qu'en fait, ça va être notre lien avec Hachem dans notre vécu. Vous savez, on a la pratique religieuse, d'accord? On a la Emouna. La Emouna, c'est de dire, de déclarer, de penser que Dieu existe, que Dieu gère ma vie et que Dieu il n'est que bon. Et puis, il y a un cran au-dessus, ça s'appelle le bitachon. Le bitachon, c'est de vivre en fonction de cette croyance. C'est exactement comme, je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça quand vous étiez petite, deux amis qui se disent tu me fais confiance? Ouais, je te fais confiance. Alors si tu te fais confiance, maintenant laisse-toi tomber et je vais te rattraper. Vous avez déjà fait ça? C'est hyper flippant. Et c'est un vrai test de confiance. Parce qu'après, l'autre elle se dégonfle. Non, mais en fait, non, je te fais confiance, mais c'est bon, on va jouer à autre chose. C'est un vrai test. Parce qu'en fait, c'est la mise à l'épreuve de ma croyance. Et bien ça, c'est la notion de bitachon, c'est le moment en fait où Hachem nous dit lâche prise, t'inquiète, je vais te rattraper. D'accord? Et ça en fait, si vous voulez, c'est vraiment le sens de la Shemitah. Shemitah, ça s'appelle Shabbat Shabbaton. C'est le Shabbat et des Shabbats. Shabbat, vous comprenez bien que c'est le thème du lâcher prise aussi. Parce que quand j'allume mes bougies de Shabbat, bah même si le client il est en train de s'énerver à m'envoyer des mails parce que j'ai toujours pas terminé le contrat ou le truc, bah, Shabbat, ça y est. City et Colm, j'ai fait tout mon travail. C'est comme ça que je dois rentrer dans Shabbat. Là, c'est Shabbat Shabbaton. C'est une année entière. Imaginez-vous, c'est tout le secteur primaire qui repose sur ça. On leur dit, ça y est, il n'y a pas. Comme si aujourd'hui on nous disait, écoutez, pendant un an, pas de smartphone. Et là, tu dis, oula, toute l'économie, elle repose sur ça. Comment on va faire? Comment on va travailler? Pas de high-tech, pas d'électricité. Vous imaginez? Ou même quelqu'un qui est dans la vente. C'est exactement le même principe. On lui dit, regarde, tu as un magasin sur Dizengoff. Déjà, pendant un an, tu n'as pas le droit de produire. Tu n'as pas le droit de faire la confection. Deuxièmement, tout le monde peut venir dans ton magasin et se servir. Ah, mon stock! Et troisièmement, regarde, tu n'es pas propriétaire du magasin. Vous imaginez ou pas? C'est normal que Hachem il anticipe notre panique? Oui? Donc c'est une loi qui est tellement difficile. Imaginez-vous qu'à l'époque, en plus, il n'y avait pas l'importation aussi facile qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a encore la Shemitah en Israël, mais c'est quand même facilité par le fait qu'on peut importer dans d'autres pays. D'accord? D'ailleurs, c'était l'année dernière, je ne sais pas si vous le savez. Mais du coup, on l'a senti légèrement. Mais imaginez-vous à cette époque-là, où tout repose sur ça, qu'on n'a pas d'importation. Et à ce moment-là, Dieu nous dit, laisse tomber, c'est moi qui vais gérer toute la macroéconomie. D'accord? Alors, vient Hachem, et il nous dit, je vais vous faire une promesse. Tziviti et Birkati. Si tu paniques, regarde, je vais ordonner ma bracha. Tziviti et Birkati. C'est quoi cette notion de Tziviti et Birkati? Alors Rashi nous explique. Il nous dit l'année juste avant la Shemitah. Celle où il est là, l'agriculteur il est en train de paniquer, il se dit ok, je fais confiance à Hachem, mais quand même, l'année prochaine et l'année d'après, imaginez-vous, il faut qu'il re-ensemence, etc. C'est pas du jour au lendemain qu'il a ses fruits. D'accord? Donc en fait, c'est une histoire d'un an et demi. Cette 6e année, alors tu vas avoir 3 fois plus à manger. Ouf! Mais écoutez bien la subtilité, c'est très très subtil. Rashi nous dit, c'est pas que maintenant l'agriculteur il va ouvrir sa grange et tout d'un coup, oh paf, génial, quel miracle, cette 6e année il a 3 fois plus de pommes de terre. Non. Il aura exactement le même nombre de pommes de terre que sa production moyenne. Mais chaque pomme de terre va le rassasier 3 fois plus. C'est pas une bracha en quantité, c'est une bracha en qualité. Donc, il va donner un tiers de banane à ses enfants, comme s'ils avaient mangé une banane, ils n'ont plus faim. Et du coup, en fait, c'est la même production, mais elle va mettre 3 fois plus de temps à s'écouler. Parce qu'elle va être 3 fois plus calorique. L'année d'avant.
l'année d'avant. Et donc, jamais, jamais tu diras j'ai faim. Mais ça demande un lâcher prise. Parce que, au début, lui, il voit pas. Il dit mais c'est la même chose que tous les ans. Rachid te rassure, il dit non, regarde, je t'explique. La bracha, elle est dans les entrailles. Elle est invisible. Alors, c'est déjà la première forme de lâcher prise. Comme je vous ai dit, le bitachon, c'est un cran au-delà de la émouna, c'est faire confiance à Hachem. Et cette mitzvah-là, c'est la quintessence du bitachon. Et en fait, c'est une mitzvah qui va nous apporter énormément de sérénité. De dire que, ok, moi je gère ce que je peux, mais le reste, c'est Hachem qui gère. Et quand Hachem, il m'ordonne d'être dans un lâcher-prise, que ce soit à Shabbat, que ce soit lors de la Shemitah, bah du coup, moi je suis comment? Je suis détente. Quelqu'un qui est tout le temps dans la maîtrise, quelqu'un qui est tout le temps dans le contrôle, quelqu'un qui veut toujours que sa vie, elle se déroule exactement comme il veut. Alors, comment ça va se passer? Sa vie va être un stress permanent. Est-ce que tu réalises qu'il y a des milliers et des millions et des milliards de paramètres que tu ne pourras jamais gérer? En premier, qui? Alors, justement, déjà, les autres, ta mère, ta belle-mère, ta cousine, ta voisine, ta coloc, tes amis, ton mari, tes enfants. Jamais. Jamais. D'ailleurs, très souvent, quand les parents, ils sont un peu comme ça, en mode, genre ils veulent se la jouer avec leurs enfants, genre mes enfants sont une vitrine sociale, très souvent, les enfants, ils le sentent et c'est là qu'ils font les plus grosses bêtises. Vraiment. Je parle un peu du vécu. Mais du coup, tes échecs, ils vont te stresser. Et tu vas commencer à ressasser. Oui, mais c'était à cause de la conjoncture et j'aurais pas dû envoyer ça à ce moment-là. Mais tu savais pas. Tu pouvais pas savoir. Donc c'est pas tout grâce à toi. Mais c'est génial parce que du coup, c'est pas tout à cause de toi. Et c'est pas non plus tout à cause des autres. Hachem, il est hyper sympa dans cette mitzvah parce qu'il accepte de quoi? De porter le chapeau. Il dit, regarde, mais la faute sur moi. Tu peux dire que c'est de ma faute. Puisque c'est quoi tous les paramètres aléatoires sur lesquels je n'ai aucune prise? Bah, qui a une prise dessus? C'est lui. Donc de toute façon, je sais que je ne pourrai jamais prévoir à 100%. Jamais. Vous savez que même dans la science, il y a une théorie qui explique de toute façon, on ne peut jamais rien prévoir à 100%. C'est quoi? C'est la théorie du chaos. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ou vous vous souvenez de vos cours. La théorie du chaos, c'est que en fait, elle relativise tout, justement, l'orgueil scientifique. En mode, mais de toute façon, on ne pourra jamais tout maîtriser. Il y aura toujours des choses qui vont nous échapper. D'accord? C'est la fameuse théorie qui dit que, vous savez, le battement d'aile d'un papillon, elle peut faire un tsunami, exactement. C'est la théorie du chaos. D'accord? Donc il te dit, Hachem, regarde, je vais te détendre. Dis que c'est à cause de moi. Et c'est tellement un bonheur de ne pas être dans le contrôle que du coup, en fait, ça va nous donner une sérénité. Alors bien sûr, je ne dis pas que du coup, on n'a plus besoin de rien faire. Non. Moi, je m'organise, j'ai un rendez-vous important, je dois aller à un entretien, je pars en avance. D'accord? Une fois que je suis partie en avance, que je me suis donné les moyens de réussir, que j'ai pris ma voiture et que je suis en train de conduire, et que tout d'un coup, pouf, je dois freiner parce que je vois un bouchon et que Waze me dit qu'il y a un accident devant moi, alors déjà, je vais prier pour que déjà il n'y ait aucun blessé. Mais à partir de là, comment je suis dans la voiture? Bah oui, mais il ne faut pas l'être. Je le dis. Ça m'a arrivé la semaine dernière. Ça t'est arrivé la semaine dernière? La même chose. J'avais une présentation orale. J'espère que tu peux bloquer notre deux. J'avais une présentation orale. J'étais partie qu'1 heure d'avance. C'était les 6 mois de mon doctorat que je vais présenter. Et je pars avec 1 heure d'avance et tout ça. Train qui s'arrête à la station Lot. Il demande à tout le monde de sortir du train. Et je suis arrivée avec 5 minutes de retard. Mais j'ai pas stressé. Parce que je me dis, de toute façon, c'est comme ça. Genre, ça va rien changer. Et au final, bon, on a changé de plateforme. Mais j'ai eu 5 minutes de retard. Ça a été. Mais... Alors voilà, et bien sache que ta sérénité, c'est l'indicateur de ton bitachon.
D'accord? Ça veut dire que c'est quelque chose sur lequel, en fait, tu as vraiment une prise. Sur lequel tu as un contrôle. En fait, c'est toute l'idée, c'est de contrôler son lâcher prise. D'accord? C'est ça, en fait. Moi, j'ai eu la même histoire. Hein. Parce que moi aussi, vous savez que HM, il m'envoie toujours des devoirs avant le cours. Pour pas que je fasse la maline. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait jeudi? Donc, vous savez, moi, j'ai un grand truc, c'est que je prépare Shabbat le jeudi. D'accord? Celles qui me connaissent, elles savent. Chez moi, Shabbat, le jeudi à 20h, j'ai tous mes Tupperware dans le frigo. Je ferme le frigo et je promets à tout le monde que je ne rentre plus dans la cuisine jusqu'à l'entrée de Shabbat. D'accord? Et ça fait très maîtrise de soi. Mais attendez, je vous ai dit, il m'a donné une bonne leçon. Je commence à rentrer les trucs dans le frigo. Et puis je vois que le frigo, il n'est pas complètement au top. Je le sens un peu bancal. Bon, c'est vrai, je continue. Je sors à 20h, je reviens à 22h, j'ouvre le frigo. Et là, je vois tous les trucs tièdes. Je me rends compte que mon frigo m'a lâché. Et là, je me dis, oui. Si je laisse ça toute la nuit, c'est foutu. Demain, il faut que je refasse les courses et il faut que je recuisine pendant 4 heures. C'est la folie. J'ai paniqué total. Aucun lâcher prise. Mais non, c'est la catastrophe, je ne me rends pas compte, etc. Arrive mon mari. Alors là, du coup, lui, bon, c'est vrai qu'il avait plus de distance par rapport à l'histoire, mais je gère. C'est bon. Je prends les trucs, je les mets dans les sacs, je les mets chez le voisin, je vais en déposer des sacs à la Sina, même dans le frigo, et demain est un autre jour. Allez. Ça veut dire que, paradoxalement, ça revient un peu à ce que tu dis, le lâcher prise, il te permet de mieux maîtriser la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, il t'apporte cette sérénité intérieure qui fait que tu prends de la hauteur par rapport au problème, et donc du coup, tu gères mieux ton problème. Et ils ont tenu tes plats? Ils ont tenu. Bah, voilà, personne n'a eu d'intoxication, tu te rends compte? Non, au prochain que je m'en suis rendu compte avant d'aller dormir, parce que j'aurais été le lendemain, je peux vous dire que ça aurait été vraiment la grosse galère. D'accord? Donc en fait, cette mitzvah-là, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'en fait, il faut un peu se laisser surprendre par la vie. De toute façon, la vie, elle est pleine de surprises. Donc attends-toi à ces surprises-là. Et quand tu t'attends à ces surprises, de nouveau de manière paradoxale, ces surprises ne te surprennent plus. Tu dis, c'est encore un coup d'Hachem, ça. Je l'ai reconnu. T'es pas incognito. C'est cache-cache, quoi. Alors, il dit, le Chovot Halevavot, il dit qu'en fait, plus on va mettre notre confiance dans les gens, le banquier, l'avocat, le comptable, le prof, le médecin, plus, Hachem, il dit comme ça. Il dit que si l'homme met sa confiance en l'homme, d'accord, au lieu de la placer en Dieu, alors Dieu enlève sa ashgacha, sa protection, et il va être livré à ceux dans lesquels il a mis sa confiance. C'est très logique. Ça veut dire qu'en fait, tu donnes de la force à ceux dans quoi tu mets ta confiance. Donc tout d'un coup, le médecin qui avait ses pronostics, ils vont se réaliser. Et l'avocat qui va te dire vous allez devoir payer ça et ça et ça, ça va se réaliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va se dérouler exactement comme tu l'avais prévu. Ça veut dire qu'en fait, tu vas être soumise aux statistiques, à la bourse, à tous ces paramètres que toi, tu essayes de maîtriser. C'est plus toi qui les maîtrises, mais c'est eux qui te maîtrisent. Et il continue, le Chovot Halevavot, il dit celui qui place sa confiance en Hachem, alors Hachem place son regard sur lui, se soucie de son devenir et il ne l'abandonne pas. Ça veut dire qu'en fait, cette paracha, elle nous dit qu'à la fois, tu dois être consciencieux, être dans le contrôle, te donner les moyens de réussir, et en même temps dans le lâcher-prise. Ça veut dire, oui, j'ai été voir le meilleur avocat, oui, j'ai été voir le meilleur médecin, mais c'est pas en lui que j'ai mis ma confiance. D'accord? Justement, ça m'a rappelé, quand j'ai commencé à donner des cours, moi, il y a 7 ans et demi, j'avais demandé à une personne de me donner des conseils. Comment je prépare des cours? Moi, je savais pas du tout faire ça. C'est pas mon travail à la base, c'est le management. Donc, c'est chier, d'accord?
Mais par un hasard, je me suis retrouvée à bifurquer vers l'enseignement. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'avais jamais enseigné de ma vie, encore moins de la Torah. Et cette personne m'avait donné un conseil qui vaut de l'or. Elle m'avait dit, écoute, prépare ton cours, arrive avec tes notes, mais quand tu donnes cours, ne dis pas forcément ce que tu avais écrit. Ça veut dire n'improvise pas, mais improvise. Et c'est vrai que je suis jamais arrivée à un cours les mains dans les poches, en disant ouais, je vais voir je vais voir comment ça va sortir. Non, moi je sais pas faire ça. Moi j'ai mes fiches, moi j'ai mes trucs, j'ai préparé. En général, ça me prend plusieurs heures. Mais arriver sur place, je sais pas, ça sort comme ça, et puis ça sort comme ça, en fonction des regards, en fonction de ce que je vois. Et cette semaine, ça m'a fait rire parce que j'avais dans 3 communautés, en fait, j'avais un cours sur le même thème. Et j'avais exactement la même fiche. Par contre, le cours, il n'est pas du tout sorti de la même façon. Je sais pas pourquoi. C'est prépare, et en même temps, une fois que tu as préparé, t'es détente. Tu dis à Hachem, allez maintenant, up to you. Et quand tu lui dis up to you, alors lui, hop, il fait descendre quoi ça? Bracha. C'est viti birkati. En fait, le lâcher prise, vous avez bien compris que c'est le keli, c'est l'aimant à bracha. C'est l'aimant à sérénité déjà, ce qu'on a vu. D'accord? C'est pas à cause de la conjoncture, c'est pas à cause des grèves, c'est pas à cause du métro, c'est pas à cause du train, c'est pas à cause des statistiques, c'est pas à cause de tout ça. D'accord? Mais surtout, c'est que en fait, ça fait que moi, je vais avoir plus de recul par rapport à ma vie. Je vais pas avoir la tête dans le guidon. C'est quoi avoir la tête dans le guidon? Vous avez déjà vu excusez-moi, les gens âgés qui conduisent, ils sont en général comme ça. Non, vous avez pas... Bon, on va tous finir comme ça, d'accord? Mais... et là, tu as la tête vraiment dans le guidon. Quand tu prends un peu de recul, d'accord? Parfois, tu lâches l'accélérateur. Et du coup, c'est comme en cours de conduite, d'accord? L'élève, il est là comme ça, il conduit, puis il y a des moments où il sent qu'il va pas trop maîtriser. C'est pas grave. Juste à côté, il y a le prof, et lui, il va prendre le relais. D'accord? Mais s'il est là comme ça, il peut absolument maîtriser. Il va faire comme moi. Quand j'ai passé l'examen de conduite du permis, j'ai fait un accident. C'est fort ça, hein? Vous n'aviez jamais entendu. Alors, je vais vous donner pour le coup la persévérance. Voilà, le permis, j'ai dû faire 120 heures de conduite, j'ai dû le passer 5 fois avant d'y arriver. Et la première fois, l'accident, non mais alors là, c'était vraiment le pompon. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a des moments où la vie, elle te dit allez, lâche. Et tu le vois, tu le sens. On le sent des fois. Ouais, on le sent. D'accord? C'est dans certaines situations s'il faut vraiment lâcher prise définitivement ou s'il faut quand même persévérer. Alors, ça c'est... Quand tu vois que de toute façon tu n'as pas la maîtrise, ben en fait c'est là que tu lâches. Okay. D'accord? Jusqu'à où il faut persévérer, je t'enverrai le cours il y a à peu près 4 mois. Okay. D'accord? Mais en général, il faut être persistant. Sauf si c'est pas dans la bonne direction, sauf si en fait tu te rends compte que c'est pas bon pour toi. D'accord? En tout cas, ça nous permet, en fait, toute l'idée c'est d'être insouciante sans être inconsciente. Vous avez compris? Parce que sinon je vais m'épuiser et je vais mettre tous mes nerfs et tout le stress dans toutes les situations. À partir du moment où j'associe Hachem, alors à ce moment-là je fais ok, ce qui est ma part, moi je gère, le reste c'est toi qui gères. D'accord? Et ça vaut mieux que 1000 cours de yoga, ça vaut mieux que 1000 heures de séance de psy, parce que du coup, t'as 0 remords. Assis tiède chez lui, j'ai fait ma part, j'ai fait ce que j'avais à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, justement, c'est Hachem qui va un peu changer des paramètres pour me faire comprendre que soit je dois changer de direction, ou soit à ce moment-là, je dois lâcher prise. Si tu n'arrives pas à lâcher prise et que la situation s'empire du coup. Tu me donnes un exemple précis? Non. Après le cours, en tête à tête. Ah là là, Myriam. J'ai une affection très très particulière pour Myriam. Pour vous toutes, hein, mais je me suis rendu compte que je la connais depuis qu'elle a 10 ans. Donc maintenant, les histoires, tu vas les...
C'est exactement, je vais vous donner une analogie, ça va vous sauter aux yeux. C'est exactement comme quand on fait des chalotes. Quand on fait des chalotes, on pétrit, on travaille, ou alors le canoë il travaille pour nous, il n'y a pas de problème aussi. Mais dans l'idée, on pétrit. Si on pétrit et paf, direct on met au four, ça donne quoi? Ça donne des matzottes. Ça gonfle pas. Par contre, si je pétris, et après, je me retire, j'agis et je me retire, alors là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réaction chimique sur laquelle je n'ai aucune prise. D'accord? Qui va faire que la pâte, elle va s'oxyder, elle va gonfler, elle va tripler de volume. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la bracha. La bracha, c'est de faire beaucoup avec un tout petit peu. Vous avez compris? C'est exactement ça. Mais comment on fait quand on marche au stress? Du coup, ça bouffe aussi. Eh ben oui, bien sûr que ça bouffe aussi. C'est ça qui développe plein de trucs pas bien aussi. Donc, ça c'est pour la semaine dernière. C'est qu'il y a un moment où il faut se dire je suis capable, d'accord? Ça commence par ça. Je suis capable, puisque quand on a expliqué la semaine dernière que quand un comportement il nous parle, ça veut dire qu'on l'a déjà en nous, même si c'est un tout petit peu. D'accord? Donc, je suis capable et après je m'entraîne. Et quand je m'entraîne pas de n'importe quelle façon. Je m'entraîne et je me félicite, je m'auto-félicite sur toutes les fois où j'ai réussi à lâcher prise. D'accord? Exactement comme toi. C'est-à-dire, je suis fière de moi. Et en fait, plus tu fais ça, plus finalement tu intègres que tu es réellement capable. Et en fait, finalement, ça devient une seconde nature. D'accord? On ne voit pas comme ça, mais je suis d'une nature à la base très stressée. J'essaye de faire un travail sur le lâcher prise. Agir, puis se retirer. Vous avez bien compris? La deuxième forme de lâcher prise qu'on a dans cette mitzvah, eh bien, c'est le fait qu'à ce moment-là, on dit à l'agriculteur, ce champ, il n'est pas à toi. Mais attends, mais c'est moi, je suis le propriétaire. Enfin, ce champ, il vaut, je ne sais pas combien, il a tant d'hectares. Ce champ n'est pas à toi. D'ailleurs, c'est dans cette paracha-là, j'ai lu ça aujourd'hui, dans cette paracha, non, que on nous dit que, quelque chose que peut-être certaines d'entre vous savent déjà, que la terre d'Israël n'est à personne, elle est à Hachem. Donc même si quelqu'un il a acheté sa maison en Israël, il est là, il est propriétaire au tableau, il le voit au Misrad, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est écrit dans l'administration, sachez que dans la vraie constitution, il est soi-disant propriétaire. Mais que la terre appartient. Propriétaire des murs, hein, pas de la terre. Voilà, un truc comme ça. En tout cas, même dans la jurisprudence israélienne, on a intégré cette idée que, en fait, personne n'est propriétaire. D'accord? Encore une fois, ça apporte beaucoup de sérénité, cette idée-là. Pourquoi? Parce que ça te demande aussi de lâcher prise par rapport à tes possessions, par rapport à tes réalisations, par rapport à tes réussites. Là, on te dit, regarde, détache-toi de ça pendant 1 an. Et en fait, pourquoi c'est extraordinaire? Pourquoi ça apporte beaucoup de sérénité? Parce qu'en fait, si on se définit par rapport à nos possessions, par rapport à nos réussites, alors on est très vulnérable. Si j'ai de la valeur, alors c'est une catastrophe parce que ma valeur elle fluctue en fonction de la bourse, de l'immobilier, de ce que j'ai réussi à faire signer les clients ou non, si j'ai réussi à produire l'émission ou non, à mon boulot, à mon job, à mon boss, à mon truc. Non. Là, j'ai de la valeur j'ai de la valeur point. Et j'ai 1 an pour me le rappeler. Ça veut dire qu'en fait, cette paracha-là, elle te pousse à déconnecter ton existence de toutes tes réalisations. Tu as de la valeur, point. Alors, c'est fondamental dans notre génération, encore une fois, parce qu'on fait beaucoup de trucs de networking, on a les comptes LinkedIn, les trucs où, en fait, tu es une carte de visite vivante. Et à un moment, tu te dis, non, la carte de visite, tu la laisses de côté, maintenant on va voir toi. Tes vraies aspirations, ta vraie sensibilité, ta neshama, c'est là que tu vas faire émerger ça pendant cette année. Vous savez quand est-ce que j'ai eu cette sensation? Quand je suis partie à Ouman. Je ne sais pas si certaines d'entre vous sont parties à Ouman. Ouais. Vous
c'est incroyable. Pourtant, moi, je suis pas très très mystique. Je sais pas d'ailleurs qu'est-ce que je faisais dans ce voyage-là. Et bon, on dit que parfois ça nous prend et c'est vrai qu'une chose en entraînant une autre, hop, je me suis retrouvée dans l'avion pour l'Ukraine et après dans le bus pour Roumaine. D'accord? On dit que quand on se retrouve dans cette situation-là, c'est que Rabbi Nachman nous a invités à lui rendre visite. Alors je suis venue lui rendre visite. Oui, à Ouman, excusez-moi, donc il y a un tzaddik qui est enterré qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev, d'accord, qui est le fondateur de toute la pensée Breslev, qui parle énormément aussi de cette notion de lâcher prise. C'est fondamental. Quand je suis arrivée à Ouman, je ne sais pas pourquoi, vraiment, tout d'un coup, j'ai l'impression que j'avais plus d'identité. J'arrivais plus à dire qui j'étais. Je suis celle qui donne des cours. Non, je suis la mère de. Non, je suis la femme. Non, on a une synagogue. Non, je sais pas, tout c'était comme ça, écroulé comme un château de cartes. Comme si ça avait été happé, parce qu'en fait c'était complètement secondaire dans la vie. Et j'ai ressenti quelque chose de très très puissant. Et bien en fait, à ce moment-là, la méthode de Shemitah, c'est exactement ça qu'elle te dit. Elle te dit, détache-toi de ça. Essaye d'être dans l'être et non dans l'avoir. D'accord? Alors, encore une fois, ça apporte une grande sérénité parce que du coup, ça fait que ma valeur, elle est une valeur absolue. Pas dépendante de si j'ai ou si j'ai pas, ou si j'ai réussi ou j'ai pas réussi. D'accord? Et dans un monde où on nous fait croire que exister, c'est avoir, ça fait beaucoup de bien. Une fois, je me rappelle, il y avait ma fille, c'est trop mignon. Elle jouait avec sa copine, elle devait avoir 5 ou 6 ans. Et elles ont dit, viens, on se montre nos porte-monnaies et on regarde qui c'est qui a le plus d'argent. Et donc, avec la mère de sa copine, on a explosé de rire. Et après, on s'est dit, mais dans le fond, les adultes, c'est ce qu'ils font. Et la bar mitzvah, et le truc, et le machin. Encore une fois, il y a des codes sociaux. Je ne suis pas en train de tout envoyer d'un revers de main. Mais il y a un moment où, d'ailleurs, on nous donne la dose. Une fois tous les 7 ans. Comme on a Shabbat, une fois tous les 7 jours. Une fois sur 7, hop, détache-toi de ça. Détache-toi de tes possessions. D'accord? Alors, celui qui a réussi à faire ça, c'est un des héros de la période du Homer. C'est qui? C'est Rabbi Akiva. Vous savez que donc, Rabbi Akiva, jusqu'à l'âge de 40 ans, il n'a jamais étudié la Torah. Il ne savait même pas lire l'hébreu. Aleph Bet, ne connaît pas. Et Rabbi Akiva, il a commencé à travailler chez un homme très très riche qui s'appelait Kalba Savoie. Arrivé là-bas, et bien lorsqu'il a commencé à travailler, justement, il était tellement consciencieux, tellement consciencieux, que la fille de Kalba Savoie, elle s'est dit, mais qui est cet homme doté de tellement de bonnes midotes, tellement droit, tellement bienveillant, tellement optimiste. D'accord? Tout ça, elle a perçu chez Rabbi Akiva. Elle se dit, alors lui, le jour où il va étudier la Torah, ça va être une bombe atomique. Et donc, elle a décidé elle-même d'aller vers Akiva, à l'époque ça s'appelait Akiva, et de lui proposer de l'épouser. Vous avez vu que dans cette histoire, c'était dans le sens, ouais. Dans ce sens-là. C'est la fille qui a demandé en mariage. Il accepte en émettant des réserves, en disant je sais pas qu'est-ce que tu crois de moi, parce que moi je connais absolument rien. Elle fait, moi je crois en toi, je crois en ton potentiel, je vais faire de toi une star. Et il décide de se marier. Il décide de se marier, mais contre l'avis du père de Rachel, de Kalba Savoie, d'accord, du père de la Kala. Parce qu'il s'est dit, mais ma fille, elle est devenue folle. Elle aurait pu épouser tous les meilleurs partis et elle a pris mon berger. D'accord? C'est l'équivalent de... C'était comme son sous-fifre, quoi. C'était pas le top du top. Et donc, il a déshérité, il ne voulait plus lui parler. Bref, Rabbi Akiva et Rachel se sont mariés. Et, eh bien, elle a commencé à lui dire, allez, maintenant, tu vas aller au Heider. Tu vas aller apprendre l'Aleph Bet. Mais où est-ce qu'on apprend l'Aleph Bet? Avec les enfants de 3 ans. Et il s'est retrouvé dans le GAN avec les enfants de 3 ans. Et il a appris Aleph, Bet, Gimel, jusqu'à Tav. Après, il a appris la paracha.
après il a appris la Torah orale, après il a appris le nar, après il a appris ceci, après il a appris cela. Et puis finalement, au bout, je crois, de 16 ans, il est parti à la yeshiva de Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, à Bétar. Et là, il a commencé à apprendre encore plus, mais pendant toutes ces années, il s'est tu. Il était vraiment dans l'humilité la plus totale, dans la vraie mida de Hod, en mode, je me fais tout petit, je dis rien et je fais que absorber. Un jour, alors qu'ils ont une coucha, ils ont une question qu'ils n'arrivent pas sur laquelle ils débattent, sur laquelle ils n'arrivent pas à répondre, Rabbi Akiva, il dit est-ce que je peux peut-être, moi, répondre? Il n'avait jamais entendu parler. Tout le monde regarde. Et là, Rabbi Akiva, il dit je vais essayer d'apporter une réponse. Et alors là, il leur fait une démonstration magistrale, au point que, à partir de maintenant, c'est lui qui devient le Rosh Yeshiva. Et en fait, il va enseigner la Torah, et enseigner, jusqu'à avoir 24 000 élèves. Après Pessah, donc il fait le Seder, il rentre chez lui, il retourne à la yeshiva le lendemain, et là on lui dit, tu sais pas quoi, il y a 750 élèves à toi qui sont morts. Oh, c'est pas vrai. Imaginez-vous, 750 funérailles le même jour. Le lendemain, rebolote, 750. Et le lendemain c'est pareil, et encore pareil. Pendant 32 jours, tous les jours, il y avait des centaines de morts, jusqu'à ce qu'au bout de 32 jours, il ne lui reste plus aucun élève. Zéro. Pourquoi ils sont morts? C'est le cours de CF. On avait expliqué que c'était des Talmidei Chachamim, mais ils n'arrivaient pas à apprécier la Torah de l'autre. Imaginez-vous, dans quel état il est Rabbi Akiva? Qu'est-ce qu'il fait le jour où il lui reste plus aucun élève, alors que c'était comment on appelle ça, le self-made man? On est d'accord, c'était la plus grande success story de l'histoire de la Torah. D'accord? Remplacez ça par quelqu'un qui a monté une start-up, remplacez ça par quelqu'un qui a fait une carrière en politique, remplacez ça par tout ce que vous voulez dans n'importe quel domaine. Et il y a tout qui s'écroule comme un château de cartes, quelque chose qu'il a fondé pendant pendant des dizaines d'années. Merci beaucoup. Pendant des dizaines d'années, en un jour, il lui reste zéro, walou, rien. Le jour même, il rentre et dit à sa femme, chérie, on s'installe dans le sud du pays et je vais former des nouveaux élèves. Vous savez que là, demain soir, lundi soir, ça va être l'Akba Omer. L'Akba Omer est connu pour être le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais il y a un message encore plus puissant. C'est le jour où Rabbi Akiva, il a dit « Je ne me laisse pas abattre ». Et comment ça se serait passé s'il s'était défini par ça? Je suis le chef de 24 000 élèves, je suis le chef de l'entreprise, je suis le chef de... Au mieux, il se serait arrêté, il se serait découragé, et il n'aurait jamais recommencé. Et au pire, excusez-moi l'expression, il se serait suicidé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti effectivement dans le sud du pays. Et il a formé combien d'élèves? 5, dont Rabbi Shimon et dont Rabbi Meir, Rabbi Eliezer. Comme pour dire, j'accepte que je ne suis pas le maître du monde. Et là, tu te dis, mais comment t'as puisé cette force à Rabbi Akiva? Comment t'as fait? Comment t'as fait? Et on a besoin de ce jour de l'Akba Omer, justement pour se souvenir de ce message tellement puissant. Je ne suis pas le maître du monde. Ça fait du bien. Je vous assure. D'accord? Donc ça aussi, c'est l'idée de prendre du recul par rapport à nos réalisations, nos réussites, nos possessions. Ce n'est pas ça qui te définit. Et heureusement,
Parce que quand ça va mal, eh ben toi tu peux continuer à aller bien, puisque tu n'es pas corrélé à ça. Vous avez compris? L'autre forme de lâcher prise, troisième forme de lâcher prise qu'on a dans cette paracha, c'est quoi? C'est eh bien justement la notion de réfléchir plutôt en qualité, non pas en quantité. Vous savez, nous on est là, on dit une maison 180 mètres carrés, un champ 150 hectares, une boîte qui fait un chiffre d'affaires de 3 millions de dollars par an. Mais qui te dit qu'il y a la bracha dans ça? Qui te dit que dans la maison il y a 180 mètres carrés, le penthouse avec la piscine, là-bas les gens ils sont heureux? Quel rapport? Quel rapport? La bracha c'est quoi? La bracha c'est quelque chose qui se sent. Comme par exemple un couple qui est ensemble, mais ça fait, ça va, ça fait que 3 mois. Oui, ça fait que 3 mois, mais je sens qu'il y a une connexion. Je sens que c'est authentique, je sens que c'est fort. Donc là, la quantité, elle est où? Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est la qualité. En fait, elle nous dit, cette paracha, arrête d'avoir un regard visible, arrêté, quantitatif sur les choses. Tu sais pas ce qui se cache à l'intérieur. Ça se trouve à l'intérieur, c'est la bracha, c'est juteux, c'est magique. Mais si on quantifie, alors pareil, on risque d'enlever la magie qu'il y a dedans. D'accord? Ça, c'est vraiment la bracha. La bracha, c'est de ne pas s'arrêter à la quantité. C'est de te rendre compte que même quelque chose de petit que Hachem t'a donné, ça peut faire quelque chose de grand. Exactement comme je vous ai dit. Moi, je vous ai dit le jeudi, j'arrête de cuisiner. C'est un deal que j'ai avec Hachem depuis des années. Je lui ai dit, regarde, parce que souvent, j'ai les invités qui se rajoutent le vendredi. Très souvent, ça double entre le jeudi soir et le vendredi soir. Mais il sait, j'ai un contrat avec lui. Je lui dis, regarde, ce que je cuisine le jeudi, tu gères pour qu'il y ait assez. Je dis, au Hachem, il fait sa partie du contrat. Alors, c'est sûr que des fois, je dois sortir des trucs du congélo, mais il y a. C'est pas exceptionnel. C'est ça la bracha. La bracha, c'est, par exemple, Shane. Shane, c'est la bracha. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? 4 fois moins cher, tu mets des trucs, tu reçois des trucs que tu mets 10 fois plus. C'est la bracha. Le manque de bracha, c'est quoi? C'est d'ouvrir ton armoire, ça déborde, et que là, tu dis, j'ai rien à me mettre. Qu'est-ce que t'as dit? C'est pas la bracha pour tout le monde quand même. Je pense pas que ce soit peut-être le bon. Ah, tu parles par rapport à gens qui travaillent. C'est une question. C'est cool pour nous. Oui, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que c'est pas évident que s'ils ne travaillaient pas là-bas, leur situation elle serait mieux. C'est bien sûr que c'est un système, c'est tout l'empire chinois qui a dénoncé, évidemment, d'accord? Mais quand. Alors, ok, prenons Zara, ok? Made in Spain. Qui? Comment ça s'appelle? Ouïghour. Je connais pas ça. Ah, ouh. Ok, revenons à Zara, un mango, ça vous va un mango, d'accord? La petite jupe à 50 shekels que tu mets tout l'été, elle est pas magnifique, ça, là? D'accord? Pareil, le manque de bracha, c'est quoi? C'est quand tu as passé 2 heures à faire un plat et que là, tout d'un coup, tes enfants, ils te disent « Ah, mais j'aime pas ». Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend pas. Des fois, tu fais un truc, tu sors du plomb, tac, 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 et hop, c'est délicieux, il y en a à manger pour tout le monde. D'accord? Donc pareil, ça a vraiment lâcher prise. Et regardez, par rapport à Rabbi Akiva, quand on voit son lâcher prise, qu'il a remonté une yeshiva avec seulement 5 élèves, tu dis, ah, c'est ça, mais c'est nul. Il en avait 24 000. Il en a, faites le rapport, 5 000 fois moins. C'est nul. Oui, mais il y en a peut-être 5 000 fois moins, mais c'est une Torah qui est magnifique. Et cette Torah-là, elle va perdurer. Vous avez compris ou pas? Peut-être qu'il avait la conscience de pourquoi aussi son parti. Oui, mais alors, il a peut-être la force de ça, de dire... Je vais te dire une chose, Myriam, ça c'est un grand principe. D'accord? C'est que je peux jamais savoir à 100% c'est quoi le sens des choses. Mais de savoir que les choses ont un sens, c'est ça qui peut me donner des forces. Et effectivement, ça encore une fois, c'est la imuna, c'est le bitachon de Rabbi Akiva. Je vais enchaîner avec juste une autre mitzvah qui se trouve dans cette paracha-là. Parce que
vraiment fondamentale à comprendre pour vraiment compléter le tableau. Eh bien, dans cette mitzvah, dans cette paracha-là, on a une mitzvah où là, on nous dit attention, 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 surtout ne lâche pas prise. Là, tu dois donner tous les moyens de réussir. C'est quoi? Eh bien, c'est marqué si on voit, c'est marqué comme ça, si tu vois ton ami dépérir, si tu vois chanceler sa fortune, alors là, soutiens-le. C'est quoi? On nous parle de quelqu'un qui a une chute. Ça peut être quelqu'un qui a mis, justement, qui a fait faillite, quelqu'un qui a mis la clé sous la porte, quelqu'un qui est au chômage, quelqu'un qui a une rupture amoureuse. D'accord? Ça peut être toutes sortes de chutes, chute financière ou chute sociale ou chute émotionnelle. Alors là, il faut l'aider. Et il faut te donner tous les moyens d'aider. Là, tu dois surtout pas être dans le bitachon. En mode, non mais Hachem Yazor, t'inquiète pas. Ouais, Hachem Yazor. Et toi, tu peux aider peut-être. Mettre la main dans la poche, voir si tu peux trouver une solution. Là, quand il s'agit des autres, ne compte pas sur Hachem. Et essaye de faire tous les moyens qui sont en ton pouvoir. Je n'ai pas dit que tu peux lui résoudre tout son problème. Mais ce que tu peux faire, alors fais-le. D'accord? Mais si ces gens après profitent. Ah, ça c'est autre chose. Tu sais, les midot, tu as compris qu'il faut toujours les contrebalancer avec. D'accord? Donc, Chesed, Goura. D'accord? C'est comme ça qu'on a une vie équilibrée. Et donc cette paracha-là, elle nous dit justement, quand il s'agit de toi, d'accord, dans le lâcher-prise, comprends que tu ne peux pas maîtriser tout, etc. Par contre, ne va pas donner aux autres des leçons de bitachon. En mode, elle est en galère, ouais, mais tu sais, un de perdu, 10 heures retrouvées. Non. De la compassion, de l'écoute, de l'entraide, et c'est ça qu'on te demande. D'accord? Alors, il nous reste combien de temps? Bon, je vais... Hein? Je vais terminer sur une histoire qui nous montre justement cette idée de lâcher prise. D'abord, il y a dans nos héros du Homer, donc on a Rabbi Akiva, on a Rabbi Shimon, on a aussi Rabbi Meir. Et on nous parle de la femme de Rabbi Meir, qui s'appelait Brouria. Et en fait, Brouria, c'est une vraie leçon de lâcher prise. En fait, on ne sait même pas si c'est une leçon de lâcher prise ou de contrôle. Je m'explique. C'est écrit comme ça que, malheureusement, Brouria, eh bien un jour, à Shabbat, ses 2 filles sont décédées. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, elle a fermé la chambre, elle n'a rien dit à personne, et elle n'a pas pleuré pendant tout le Shabbat. Et à chaque fois, Rabbi Meir, il disait, ils sont les garçons? Ils sont pas là, ils sont pas là, ils sont pas là. Pendant 25 heures, elle s'est retenue de verser des larmes pour ne pas pleurer à Shabbat. Et pour épargner, en fait, la mauvaise nouvelle à son mari. Et c'est seulement à l'issue de Shabbat qu'elle lui a dit une phrase malheureusement très très connue, c'est Hachem Natan, Hachem Lakar, Yeshem Hachem Mevorach Meata Ve'adolam. Hachem il nous a donné, Hachem il a repris, et que son nom soit sanctifié. Et quand j'ai relu cette histoire, je me suis dit, mais c'est un lâcher prise ou c'est un contrôle? C'est-à-dire, à la fois c'est un contrôle sur soi, à la fois pour pouvoir vivre les choses d'une telle façon, il faut être dans un lâcher-prise total. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, si vous voulez, on est vraiment dans une trame pendant le Homer, où en fait on a des midotes qui viennent se contrebalancer. La semaine dernière, c'était la mida de Netzar. Netzar, c'est le contrôle, c'est être consciencieux, c'est se donner les moyens de réussir, c'est la ishtadlut, c'est tout ça. C'est faire des efforts, c'est faire en sorte que ça marche. Ensuite, j'ai la mida de quoi? De lâcher prise, d'humilité, de soumission, d'accepter. Et c'est ça en fait qui va nous permettre de construire. C'est ça qui va nous permettre de construire dans le temps. D'accord? Et en fait, quand on voit cette histoire-là, on se dit, mais elle accepte ce qui se passe. Elle est dans le contrôle du lâcher prise. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça m'a rappelé justement une autre histoire, assez incroyable. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelait Chaya Levinson.
qui a vécu il y a à peu près un siècle en Lituanie et qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Ça la faisait 16 ans qu'elle était mariée. Toujours rien, toujours rien, toujours rien, toujours rien. Et à ce moment-là, elle entend parler d'un professeur en Suisse qui a des moyens de fertilisation, d'accord, qu'on appelle aujourd'hui de l'aide à la procréation. Et il a des moyens qui sont assez fiables. Donc elle va avec son époux et il voyage jusqu'en Suisse pour avoir recours à l'aide de ce fameux professeur. Le professeur, il lui dit quoi? Il lui dit, écoutez, ce remède, je peux le donner qu'à des couples qui ont une certaine probabilité d'avoir des enfants. Donc vous allez d'abord vous faire des tests, et puis en fonction du résultat du test, je vous donnerai le remède, le protocole à suivre. Ils font les tests, ils rentrent chez eux, ils reprennent le train pour la Lituanie, et ils attendent la réponse du professeur. Une semaine se passe, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, toujours rien. Au bout de 6 mois, le postier arrive et là, elle a la lettre du professeur. Et dans la lettre, il y a écrit quoi? Il y a écrit « Aucune thérapie n'est possible pour vous, vous n'avez aucune chance de mettre un enfant au monde. » Quand elle reçoit cette lettre-là, les larmes lui montent aux yeux. Mais à ce moment-là, elle se souvient de quoi? Elle se souvient qu'il y a son mari qui est en train d'étudier juste à côté, avec sa chavruta. Et donc elle se dit, ça sert à rien que je lui gâche son moment d'étude maintenant. Et elle s'en va, elle va dans le jardin, et là elle fond en larmes. Arrivée à ce moment-là, il y a son père qui arrive et qui lui dit, qu'est-ce que tu as ma fille, qu'est-ce que tu as ma chérie? Et elle lui raconte toute l'histoire. Et il lui dit, mais pourquoi tu es dans le jardin? Elle lui dit, écoute, j'ai pas voulu lui gâcher son moment, je lui dirai plus tard. Et il lui dit, waouh, par le mérite de ce que tu as fait, que tu mérites d'avoir un enfant qui va illuminer le monde par la Torah. 1 an plus tard, est né qui? Est né le Rav Eliashib. Le Rav Eliashib, ça a été un des grands de notre génération, un des grands Talmidei Chachamim. Et écoutez bien, il a vécu combien de temps? Il a vécu 102 ans. Et il a mérité quoi? Il a mérité de devenir arrière-grand-père. Il a vu 6 générations après lui. Et écoutez bien, à ses funérailles, il avait combien de descendants? Il avait 10 000 descendants. Bah oui, quand tu fais le calcul, ça va très très vite. Et là, tu pourrais te dire, oh la pauvre, au bout de 17 ans, bon d'accord, elle a eu un enfant. Mais regarde 6 générations plus tard, qu'est-ce que ça a donné ta descendance? Le fruit d'une maîtrise de soi, le fruit d'un lâcher-prise. C'est ça en fait qui nous assure la bracha. Exactement comme l'agriculteur qui est là avec ses pommes de terre, et finalement les pommes de terre, du fait qu'il a été en lâcher-prise, il a laissé Hachem poser sa bracha. Bah du coup, ça donne 3 fois plus. Exactement comme Rabbi Akiva, qui s'est retrouvé finalement avec 5 élèves. Et ben pourtant, ça lui a donné 5000 fois plus. Et là, c'est pareil. Je dis, ok, Hachem, je laisse prise. Je pétris. C'est le Netzar, c'est la Ishtadlout, c'est le fait de se donner les moyens. Et une fois que j'ai fait ça, je me retire et je te laisse gérer. Mais quand je me retire et je laisse gérer, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de laisser Hachem poser sa bracha sur mes efforts. Et c'est ça qui vient assurer toute la bracha. Et c'est ça qui vient assurer la réussite. Et c'est le secret d'une construction pérenne. C'est la Mida la semaine prochaine, c'est la Mida Taïso. D'accord? Alors, Bezrat Hachem, qu'on ait le mérite de mettre en pratique ce lâcher prise. Et Bezrat Hachem, que ça nous apporte beaucoup de sérénité et beaucoup de bracha. Vous avez des questions?